Je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans, et je viens d'acheter mon premier appartement après des années à jongler entre deux emplois. Je n'exagère pas quand je dis que cet endroit représente tout pour moi. Pendant des années, j'ai travaillé de nuit à remplir les rayons d'une épicerie après avoir passé mes journées dans un bureau qui me payait à peine assez pour suivre le rythme du loyer. Mes week-ends disparaissaient dans les heures supplémentaires, et les vacances étaient quelque chose que les autres publiaient sur Instagram. J'ai réduit les sorties au restaurant, j'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements sauf en cas de nécessité absolue, et j'ai appris à faire durer les repas d'une semaine avec 20 €. Chaque euro économisé avait un but. Chaque nuit tardive et chaque matin précoce était alimenté par cette idée, un jour, j'aurai un endroit qui serait à moi. Pas de propriétaire, pas de drame de colocation, juste à moi. Le jour où j'ai signé les papiers, je suis entré dans l'appartement vide et j'ai laissé échapper un rire qui venait du plus profond de ma poitrine. Ce n'était pas luxueux, une chambre, une cuisine qui sentait encore légèrement la peinture, des tuyaux qui grinçaient et gémissaient de temps en temps, mais c'était à moi. Je voulais partager ce sentiment. J'ai donc d'abord appelé ma mère, m'attendant à ce qu'elle crie ou pleure de bonheur. Au lieu de cela, elle a simplement dit « C'est bien, Antoine. C'est quand la pendaison de crémaillère ?» Son ton était plat, presque distrait. J'ai balayé ça d'un revers de main, pensant qu'elle était peut-être fatiguée. J'ai fixé une date pour le week-end suivant. J'ai commandé des pizzas, rempli le réfrigérateur de boissons, et j'ai même emprunté des chaises pliantes à un voisin parce que je n'avais pas encore assez de meubles. Je voulais que tout le monde se sente le bienvenu. J'imaginais des rires résonnant dans l'appartement, mes cousins découvrant le petit balcon, mes parents me félicitant. Ce n'était pas juste une fête. C'était ma façon de dire « Regardez, je l'ai fait ». Tout le travail acharné à payer. Le matin même, j'ai envoyé un rappel dans la conversation de groupe familial. Quelques personnes ont aimé le message. Ma sœur n'a pas répondu du tout. J'ai ignoré ma nervosité et j'ai commencé à disposer les pizzas, en m'assurant que l'appartement soit le plus présentable possible. À 6 heures, j'étais debout près de la fenêtre, attendant que quelqu'un arrive. À 6h30, j'attendais toujours. À 7 heures, mon téléphone a vibré. Mon cousin avait posté une photo d'un barbecue sur Instagram. Tout le monde était là. Mes parents, ma sœur, mes tantes, mes oncles, mes cousins, même les enfants qui couraient avec des cierges magiques à la main. La légende disait « moment en famille ». Rien de mieux que ça. Je suis resté à fixer l'écran, l'odeur de la pizza qui refroidissait lourde dans l'air. J'ai essayé d'appeler maman, mais je suis tombé sur sa messagerie vocale. Pareil pour papa. J'ai même envoyé un texto à ma sœur. Rien. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Je me suis assis à ma petite table, 3 grandes pizzas intactes, des bouteilles de soda non ouvertes, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti ce genre de solitude qui pèse lourdement sur la poitrine. Je n'ai même pas touché à la nourriture. Je suis juste resté là, à faire défiler photo après photo de tout le monde riant au barbecue de mon cousin, le genre de rire dont j'avais rêvé pour remplir mon appartement. Vers 9 heures, mon téléphone a finalement sonné. Le nom de maman s'est allumé sur l'écran. J'ai décroché, m'attendant à moitié à des excuses. Au lieu de cela, elle avait l'air décontractée, presque joyeuse. « Salut Antoine, ton oncle disait quelque chose d'intelligent aujourd'hui. Il pense que tu devrais peut-être mettre le titre de propriété de l'appartement à son nom. Tu sais, pour la famille. Comme ça reste dans notre cercle. C'est juste plus sûr comme ça. » Je me souviens avoir serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ma propre mère ne s'était pas présentée à ma première vraie célébration. Et à la place, elle appelait pour suggérer que je cède mon appartement à mon oncle. Elle l'a dit comme si de rien n'était, comme si mes années de sacrifice n'étaient qu'une solution temporaire jusqu'à ce que quelqu'un d'autre dans la famille décide d'en vouloir une part. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste écouté, mon cœur battant dans mes oreilles, mon estomac se nouant. Elle a continué en disant que ça faciliterait les choses et que la famille devrait partager. Puis elle a prononcé les mots qui m'ont fait serrer la mâchoire. Tu comprends, n'est-ce pas? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé à regarder le plafond, mon appartement me semblant soudain plus petit, plus froid. Leur absence à la fête était une chose, mais ça c'était différent. C'était eux qui me disaient, purement et simplement, que mes sacrifices n'avaient pas d'importance. Pas à moins qu'ils puissent en tirer le crédit ou le contrôle.
J'ai réalisé à ce moment-là que ma famille ne me voyait pas comme quelqu'un qui avait accompli quelque chose. Ils me voyaient comme une ressource. Et je ne pouvais pas me défaire de cette pensée, s'ils étaient assez audacieux pour demander le titre de propriété maintenant, qu'est-ce qu'ils essaieraient de prendre plus tard? Je ne savais pas encore quoi dire à maman. Je ne savais pas comment répondre. Mais je savais une chose avec certitude, quelque chose en moi avait changé. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de voir ma famille comme avant. Et ce n'était que le début de ce qui allait suivre. Je n'ai pas rappelé maman cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je prenais le téléphone pour taper quelque chose, mes mains se figeaient. Que peut-on bien dire quand votre propre mère suggère de céder le titre de propriété de votre maison comme si c'était une chaise de rechange dans le garage? Je pensais que peut-être, juste peut-être, elle réaliserait à quel point c'était insensé et rappellerait le lendemain avec des excuses, mais aucune excuse n'est venue. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec une notification de la conversation de groupe familial. Mon oncle, oui, celui-là même à qui maman pensait que je devrais céder le titre de propriété, avait posté une photo de lui en train de retourner des hamburgers au barbecue, avec la légende « Rien de tel qu'une famille qui reste soudée ». Savez-vous ce qui m'a le plus blessé? Ma mère avait commenté avec 3 émojis de cœur rouge. Ma sœur avait ajouté « Meilleure soirée de tous les temps ». Et moi? Pas un mot. Pas de « Désolé d'avoir manqué ta fête ». Pas de « Félicitations, Antoine ». Pas même un pouce en l'air. C'était comme si ma célébration n'avait jamais existé. Je n'ai rien dit, mais le silence entre moi et ma famille est devenu lourd. Quelques jours plus tard, maman a de nouveau appelé, l'air de rien, comme si rien ne s'était passé. Alors, Antoine, as-tu pensé à ce que j'ai dit? Ce que tu as dit sur le fait de donner le titre de propriété à l'oncle, ai-je demandé d'un ton neutre. Oui, a-t-elle répondu, son ton sec, comme si j'étais lent. C'est juste la chose responsable à faire. Il est plus âgé. Il sait comment gérer les biens immobiliers. Tu es encore jeune. Ce n'est pas bon qu'une seule personne détienne tout le pouvoir dans la famille. J'ai ri, mais ce n'était pas par amusement. Maman, j'ai travaillé pendant des années pour me payer cet endroit. Pourquoi le lui céderais-je? Son soupir fut long, déçu, le même soupir que j'entendais quand j'avais un B au lieu d'un A à l'école. Tu es égoïste, Antoine. La famille passe en premier. Tu penses que nous ne nous sommes pas sacrifiés pour toi? Tu penses que tu as fait tout ça tout seul? Ce mot, égoïste, s'est logé dans ma poitrine comme une épine. Était-ce égoïste de vouloir la seule chose pour laquelle j'avais travaillé pendant toute ma vingtaine? L'appartement n'était pas seulement des murs et des fenêtres. C'étaient les nuits blanches, les maux de tête dus au stress, les fois où j'ai sauté des repas pour économiser. Mais apparemment, aux yeux de ma famille, c'était un jouet qu'ils pensaient que je devrais partager, voire céder complètement. Une semaine plus tard, j'ai essayé de tendre un rameau d'olivier. J'ai invité mes parents à dîner, juste eux, en espérant que peut-être, face à face, nous pourrions discuter. J'ai cuisiné des pâtes, acheté une bouteille de vin que je ne pouvais pas vraiment me permettre, et j'ai essayé de rendre l'endroit chaleureux. Ils sont arrivés avec 1 heure de retard, papa levant à peine les yeux de son téléphone en entrant. Maman a scanné l'appartement comme si elle l'inspectait à la recherche de défauts. C'est petit, a-t-elle dit en plissant le nez. Mais bien pour l'instant, je suppose. Pendant tout le dîner, la conversation est revenue encore et encore sur mon cousin. As-tu entendu dire que Lucas pourrait avoir une promotion au travail? Le barbecue de Lucas a été un tel succès, tout le monde est venu. Les enfants de Lucas réussissent si bien à l'école. C'était comme s'ils avaient répété un scénario où j'étais juste le public, pas partie prenante de la conversation. À un moment donné, papa a finalement levé les yeux de son téléphone et a dit, « Tu sais, ton oncle a raison. Il serait peut-être plus intelligent de garder le titre de propriété à son nom. Moins de risques. Et si tu perds ton travail? Et si le marché s'effondre? Au moins avec lui, c'est en sécurité. » J'ai posé ma fourchette et les ai regardés fixement. Alors, vous êtes venu ici, chez moi, juste pour me dire que je devrais le céder. Maman a agité la main. Ne sois pas si dramatique. Nous veillons juste sur toi et sur la famille. Il ne s'agit pas toujours de toi, Antoine. Pas toujours de moi. Cette phrase m'est restée en tête longtemps après leur départ, leurs assiettes à moitié mangées, le vin à peine touché. J'ai fait la vaisselle en silence, l'estomac noué par un mélange de colère et de tristesse.
Tout ce que j'avais voulu, c'était un moment de reconnaissance. Peut-être nous sommes fiers de toi. Au lieu de ça, j'ai eu droit à un sermon sur le fait que je n'étais pas assez responsable pour posséder ce que j'avais gagné. Les choses ne se sont pas améliorées. Le week-end suivant, ma sœur a appelé, non pas pour me féliciter, mais pour demander si elle pouvait organiser sa fête d'anniversaire dans mon appartement. Ton appart est neuf. C'est frais, et Lucas a dit que son jardin est trop en désordre. En plus, tu n'as pas encore beaucoup de meubles, donc c'est pratiquement un espace ouvert. Ce serait parfait. J'ai demandé si elle était sérieuse. Bien sûr que je suis sérieuse. Ne sois pas bizarre avec ça. C'est juste une nuit. Tu devrais être content que la famille veuille même utiliser ton appart. Je lui ai dit non, fermement. Elle m'a raccroché au nez. Les retombées ont été immédiates. Ma mère a appelé 1 heure plus tard, furieuse. Ta sœur est en larmes. Elle voulait juste une nuit, Antoine. Pourquoi dois-tu être si difficile? Pourquoi repousses-tu la famille? Parce que la famille ne se montre jamais pour moi, ai-je lâché avant de pouvoir me retenir. Silence. Puis maman a dit froidement, continue de parler comme ça et tu verras à quelle vitesse la famille disparaît. Et elle a raccroché. À partir de ce moment-là, j'ai été dépeint comme celui qui est difficile. Je l'ai vu dans la façon dont les textos se sont raréfiés, dans la façon dont je n'étais pas invité au dîner ou aux anniversaires. Je faisais défiler les réseaux sociaux et je voyais ma famille réunie autour de table, souriant, levant leurs verres, et il y avait toujours cette douleur dans ma poitrine, suivie de la même question, qu'est-ce que j'ai fait de si impardonnable? C'est devenu plus clair avec le temps. Mon cousin Lucas était le fils prodigue. Ses barbecues, ses promotions, ses enfants tout était célébré. Mes réussites? Soit ignorées, soit déformées en quelque chose d'égoïste. J'étais l'étranger, celui qu'ils pouvaient culpabiliser, manipuler ou exclure quand ça les arrangeait. Mais le vrai tournant est arrivé un dimanche après-midi. Je venais de rentrer de l'épicerie quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange, un pense-bête collé sur ma porte. Il disait, appelle-nous. Important. Signé du nom de mon oncle. Confus, je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. Joyeux Antoine. Juste l'homme à qui je voulais parler. Nous en avons discuté, et nous pensons qu'il est temps que tu officialises les choses. Tu devrais me transférer le titre de propriété de l'appartement. De cette façon, la famille pourra commencer à faire des projets avec. Je suis resté dans mon couloir, le sac de course toujours à la main, le cœur battant à tout rompre. Des projets avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tu sais, a-t-il dit nonchalamment. Peut-être l'utiliser comme garantie si quelqu'un a besoin d'un prêt. Peut-être laisser ta sœur y rester un moment une fois qu'elle quittera sa résidence universitaire. Tout est une question de partage, Antoine. C'est ce que font les familles. Je pouvais à peine respirer. Alors, vous voulez que j'abandonne mon appartement pour qu'il soit partagé comme une multipropriété familiale? Exactement, a-t-il dit, comme si j'avais enfin compris quelque chose d'évident. Tu es jeune. Tu t'en remettras. Mais pour nous, c'est une sécurité. Nous en bénéficierons tous. Tu ne veux pas ça? J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Cette nuit-là, assis à ma petite table, entouré de courriers non ouverts et de courses non touchées, j'ai réalisé que quelque chose avait encore plus changé. Il ne s'agissait pas seulement du fait qu'ils avaient manqué ma pendaison de crémaillère. Il ne s'agissait pas de favoritisme ou de culpabilisation. Il s'agissait de contrôle. Ma famille ne me voyait pas comme Antoine, le gars qui s'était battu bec et ongle pour son premier appartement. Il me voyait comme une ressource, un titre de propriété, un filet de sécurité. Et peu importe à quel point ils insistaient, peu importe à quel point ils essayaient de me coincer, quelque chose en moi s'est durci. Je n'allais pas les laisser le prendre. Mais je savais aussi que si je disais non catégoriquement, la pression ne ferait qu'empirer. Et la façon dont ma mère avait dit, tu verras à quelle vitesse la famille disparaît, résonnait sans cesse dans mes oreilles. Je n'avais aucune idée jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et je n'avais aucune idée jusqu'où je serais prêt à riposter. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'au bout. Pendant des semaines après cet appel de mon oncle, je n'arrêtais pas de me dire qu'ils me testaient simplement, qu'ils essayaient de repousser les limites comme ils l'avaient toujours fait. Je pensais que si j'ignorais leurs commentaires, si je restais silencieux assez longtemps,
il se désintéresserait et passerait à quelqu'un d'autre. Mais voilà le problème avec les gens qui se sentent en droit de contrôler votre vie, ils ne s'arrêtent pas, ils redoublent d'efforts. Le point de rupture est arrivé un jeudi après-midi. Je m'en souviens parce que je venais de terminer un double service éreintant, 7 heures au bureau, 6 autres à décharger des cartons à l'épicerie. Je traînais les pieds en montant les escaliers vers mon appartement, un sac de course avec une seule brique de lait se balançant à mon côté, quand j'ai remarqué que ma porte n'était pas complètement fermée, juste une fente assez large pour que le loquet ne se soit pas enclenché. Mon estomac s'est noué. Je vis dans un immeuble où on ne laisse pas les portes déverrouillées, même pas pour 5 minutes. Je l'ai poussé, et la première chose que j'ai vue, c'est le sac à main de ma sœur posé sur mon canapé. Puis j'ai entendu des voix. Ma mère, mon oncle et ma sœur, debout dans ma cuisine comme s'ils étaient chez eux. « Antoine, tu es rentré tôt », a dit maman, sa voix mielleuse mais un peu tremblante. J'ai laissé tomber le lait sur le comptoir, les fixant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Mon oncle a souri, appuyé contre mon réfrigérateur comme si c'était le sien. On regardait juste les lieux, on parlait de projet. Projet ? Ma voix s'est brisée par l'épuisement et l'incrédulité. Ma sœur, qui faisait défiler son téléphone comme si elle s'ennuyait, a finalement pris la parole. On réfléchit à la façon de réorganiser les choses une fois que j'emménagerai. La chambre est un peu petite, mais je suppose que je peux m'en accommoder. Peut-être mettre Antoine sur le canapé pendant un moment, juste le temps que je m'installe. J'ai senti le sang me monter à la tête. Quoi ? Maman a levé les yeux au ciel comme si j'étais un enfant en pleine crise de colère. Ne réagis pas de manière excessive. Ta sœur a besoin d'un endroit stable pendant qu'elle termine ses études. Tu n'utilises presque pas l'espace de toute façon, Antoine. Tu es soit au travail, soit en train de dormir. Quel mal y a-t-il à partager ? C'est la famille. J'ai reculé d'un pas, m'agrippant au bord du comptoir pour me stabiliser. Vous êtes entré par effraction dans mon appartement. Non, non, a dit rapidement l'oncle, levant les mains comme s'il était le plus raisonnable. Ta mère a un double des clés. Elle a juste pensé qu'il serait plus facile de discuter de tout ça si nous étions à l'intérieur, pour voir l'espace. Nous essayons de t'aider. Ce mot, double des clés, m'a frappé comme un marteau. J'avais donné une copie à maman quand j'ai emménagé, pensant que c'était pratique, juste au cas où je me retrouverais enfermé dehors. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle l'utiliserait pour entrer sans permission et planifier mon expulsion. Aider, ai-je craché. Aider à quoi ? À me mettre à la porte de mon propre appartement. La voix de ma mère s'est durcie, abandonnant complètement le ton mielleux. Ne sois pas si dramatique, Antoine. Il ne s'agit pas seulement de toi. Nous en avons parlé, et c'est logique. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas besoin de tout cet espace pour toi seul. Ta sœur a tout son avenir devant elle. Elle a besoin d'un port d'attache, et tu peux faire ce sacrifice. C'est ce que font les bons fils pour leur famille. J'avais envie de crier. Au lieu de ça, j'ai ri un rire creux et amer que je reconnaissais à peine comme le mien. Alors, si je comprends bien. Vous avez tous manqué ma pendaison de crémaillère. Vous me dites de céder le titre de propriété à l'oncle. Et maintenant, vous entrez par effraction chez moi pour décider comment vous allez y installer ma sœur ? L'oncle a haussé les épaules comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Mieux vaut le faire plus tôt que plus tard. Si on attend trop longtemps, tu vas devenir têtu. Et ce ne serait bon pour personne. Cette dernière phrase m'a glacé le sang, car dans sa voix, j'ai entendu une menace. Pas physique, mais quelque chose de pire, la certitude qu'il pourrait m'isoler, déformer la réalité et faire de moi le méchant si je résistais. Je leur ai dit de sortir. Ma voix tremblait, mais je l'ai répété jusqu'à ce que les mots sortent net. Ma sœur a marmonné quelque chose à voix basse sur le fait que j'étais égoïste. Maman m'a lancé un regard qui était à la fois de pitié et de dédain. L'oncle a juste souri en coin. On te laisse le temps d'y réfléchir, a-t-il dit en sortant, comme si c'était déjà une affaire conclue. Quand la porte s'est enfin refermée, je suis resté là, en silence. L'air dans mon appartement me semblait soudainement vicié, souillé. Mon refuge, la seule chose pour laquelle je m'étais si durement battu, avait été envahi. Ma propre famille avait utilisé ma confiance, mon double des clés, comme une arme contre moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'entendais sans cesse leur voix dans ma cuisine,
parlant comme si j'étais un invité dans ma propre maison. Je revoyais ma sœur s'approprier nonchalamment la chambre comme si ma vie n'était qu'un inconvénient pour elle. Et le pire de tout, j'entendais la voix de l'oncle, mieux vaut le faire plus tôt que plus tard. Le lendemain, j'ai quitté le travail plus tôt et je suis allé directement à la quincaillerie. J'ai acheté une nouvelle serrure, une dont j'étais le seul à avoir la clé, aussi. Je l'ai changée le soir même, mes mains tremblant en serrant les vis. Lorsque le dernier clic a résonné à travers la porte, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas du soulagement, mais de la résolution. Je pensais que ce serait peut-être la fin, que si je traçais une ligne, il reculerait. Mais je les avais sous-estimés. 2 jours plus tard, je suis rentré chez moi pour trouver une note glissée sous ma porte. C'était de ma mère, écrite de sa belle écriture bouclée, « Nous devons parler. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. La famille partage. Appelle-moi avant qu'il ne soit trop tard. » Trop tard. Il ne s'agissait plus seulement de mon appartement. Il s'agissait de contrôle, d'obéissance, de savoir si j'allais continuer à jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi toute ma vie, le fils tranquille qui ne discutait jamais, qui travaillait dur mais ne demandait jamais de reconnaissance, qui cédait les quelques miettes de succès qu'il réussissait à arracher pour que les vraies stars de la famille puissent briller. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé que la trahison n'était pas seulement qu'ils aient manqué ma fête ou qu'ils veuillent mon appartement. La vraie trahison, c'est qu'ils ne m'avaient jamais vu du tout. Pour eux, je n'étais pas Antoine, un homme qui s'était battu pour quelque chose qu'il pouvait enfin appeler le sien. J'étais juste une ressource, un remplaçant, un canapé sur lequel il pouvait s'asseoir jusqu'à ce qu'il soit prêt à déménager. Et une fois que vous voyez cette vérité, vous ne pouvez plus l'ignorer. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'essayer de gagner leur approbation. C'est à ce moment-là que l'amertume a commencé à se transformer en autre chose, quelque chose de plus tranchant. Car s'ils pensaient pouvoir me dépouiller de ce que j'avais gagné, ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Après ce jour, mon appartement ne me semblait plus être le mien. Je franchissais la porte après le travail et m'attendais à moitié à entendre la voix de ma mère venant de la cuisine ou ma sœur allongée sur le canapé comme si c'était le sien. J'avais changé les serrures, bien sûr, mais l'air portait toujours le poids de leur intrusion. Chaque coin me rappelait cet après-midi, le sourire suffisant de mon oncle près du réfrigérateur, le sac à main de ma sœur jeté sur le canapé, la voix de ma mère me traitant d'égoïste dans ma propre maison. C'était comme s'ils avaient laissé une tache qu'aucun nettoyage ne pouvait effacer. Je suis tombé dans une routine d'évitement. Les appels restaient sans réponse. Les messages de la conversation de groupe restaient non lus. J'ai commencé à dire à mes collègues que j'étais trop occupé pour rendre visite à ma famille alors qu'en réalité, je ne pouvais tout simplement pas affronter la tempête que je savais en préparation. Mais le silence ne m'a pas apporté la paix. Il m'a donné de l'espace pour réfléchir, et la réflexion s'est transformée en relecture de chaque mot, de chaque offense, de chaque regard de déception ou de mépris. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de l'appartement. Ça ne l'avait jamais été. Toute ma vie, j'avais été le second choix, le facile, celui sur qui on pouvait s'appuyer sans que personne ne se soucie de savoir si j'allais craquer. Les semaines qui ont suivi ont été lourdes. Je m'asseyais dans mon appartement le soir avec la télé allumée, mais je ne regardais pas. Ma nourriture refroidissait avant que je n'y touche. Je faisais défiler les réseaux sociaux, seulement pour voir les visages souriants de ma famille lors de rassemblements auxquels je n'avais même pas été invité. Mon cousin Lucas a organisé un autre barbecue, une autre série d'éloges de mes parents dans les commentaires, « Si fier de toi, Lucas. » Toujours en train de nous rassembler. Mon estomac se retournait chaque fois que je lisais leurs mots. Pas une seule fois ils n'avaient dit quelque chose de semblable à mon sujet. Le coup le plus dur est arrivé un samedi matin. Je suis allé à l'épicerie, comme d'habitude, mais au lieu de rentrer directement chez moi, je suis passé devant la maison de mes parents. Je ne sais même pas pourquoi. L'habitude, peut-être, ou un besoin masochiste de voir si je leur manquais. Leur allée était pleine de voitures. Des rires s'échappaient du jardin. J'ai ralenti juste assez pour apercevoir ma famille réunie autour du barbecue. Mon oncle avait une bière à la main. Ma mère était assise à côté de lui, souriant comme si tout était parfait. Ma sœur agitait son téléphone en l'air, prenant des photos. Je me suis garé à un demi-pâté de maison et je suis resté assis là, agrippé au volant. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, non pas de colère cette fois, mais de quelque chose de pire, du chagrin. Ils ne pensaient même pas à moi. J'avais été effacé,
remplacé par le cousin qui savait organiser un bon barbecue. Et la partie cruelle? Il semblait plus heureux sans moi. Je ne suis pas entré. Je n'ai même pas fait demi-tour pendant un moment. Je suis juste resté assis là jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, jusqu'à ce que les courses sur le siège arrière commencent à transpirer sous la chaleur. Finalement, je suis rentré chez moi en silence, l'image de ce jardin gravée dans mon esprit. Cette nuit-là, je n'ai pas pris la peine de cuisiner. J'ai laissé les courses sur le comptoir, non ouvertes. Je me suis allongé sur mon lit, fixant le plafond, et pour la première fois depuis l'achat de l'appartement, je me suis demandé s'il n'avait pas raison. Peut-être que j'étais égoïste. Peut-être que je ne méritais pas de garder quelque chose juste pour moi. Cette pensée m'a effrayé car elle ressemblait à leur voix dans ma tête. Les jours se sont estompés après ça. Le travail est devenu un simple bruit de fond dans mes pensées. Je souriais quand les clients demandaient de l'aide à l'épicerie, j'acquiesçais pendant les réunions au bureau, mais mon esprit était complètement ailleurs. Je me surprenais à regarder mon téléphone, le pouce planant sur le contact de maman, tenter d'appeler et de m'excuser pourquoi, je ne savais même pas, juste pour arrêter de ressentir ce vide pesant. Mais chaque fois que je pensais à céder, je me souvenais de ce moment dans ma cuisine, ma sœur s'appropriant nonchalamment ma chambre, mon oncle disant qu'il valait mieux le faire plus tôt que plus tard, ma mère me traitant d'égoïste pour vouloir vivre dans l'espace pour lequel j'avais saigné. Et je reposais le téléphone. Le vrai point de rupture, le moment qui m'a fait toucher le fond, est arrivé quelques weeks plus tard. Mon père a appelé à l'improviste. Sa voix était étrangement joyeuse. « Salut Antoine, on fait une petite réunion ce week-end. Tu devrais venir. » Quelque chose en moi a déclenché une pathétique lueur d'espoir. Peut-être qu'ils avaient changé d'avis. Peut-être qu'ils voulaient faire la paix. « C'est tout ?» ai-je demandé. « Chez Lucas ?» a dit papa. « Bien sûr. » J'ai hésité. « Et pourquoi m'inviter maintenant ?» Il y a eu une pause. Puis papa a ri. « Ton oncle dit qu'il est temps que nous nous asseyions tous pour régler cette affaire d'appartement. Ne sois pas têtu, mon fils. Apporte les papiers du titre de propriété. On en discutera comme des adultes. » Ma main s'est resserrée sur le téléphone jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. C'était la seule raison pour laquelle il me voulait là. Pas pour me voir, pas pour me célébrer, mais pour me faire pression, pour me coincer devant tout le monde jusqu'à ce que je cède. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Puis j'ai raccroché et j'ai jeté mon téléphone sur le canapé. Ce week-end-là, je ne suis pas allé. Je suis resté à la maison, les stores baissés, le son des feux d'artifice lointains résonnant dans la nuit. Quand j'ai vérifié mon téléphone plus tard, la conversation de groupe était inondée de photos de la réunion de famille. Ma sœur avait même posté une photo d'une chaise vide à table avec la légende « Devinez qui est trop égoïste pour se montrer ». Ça m'a brisé. Pas l'invasion, pas les menaces, pas le mépris désinvolte. Cette photo, cette chaise vide étiquetée comme étant moi. Comme si je n'étais pas seulement absent, j'étais une blague. J'ai passé la semaine suivante dans un brouillard. Je suis allé au travail. Je suis rentré chez moi. J'ai évité les miroirs parce que je ne supportais pas de me regarder. Je m'étais si durement battu pour cet appartement, pour cette vie. Et maintenant, j'avais l'impression de perdre les deux. Mais quelque part au milieu de ce brouillard, une pensée a commencé à se former. Elle était faible au début, fragile, mais elle devenait plus forte chaque fois que je voyais un autre message ou une autre photo. Peut-être que je ne pouvais pas leur faire voir ma valeur. Peut-être que je ne pouvais pas les forcer à me respecter. Mais je n'étais pas obligé de continuer à jouer leur jeu tard un soir, je me suis assis à ma table de cuisine, un stylo et un carnet à la main. Pour la première fois, j'ai commencé à écrire des choses, des plans, des idées, de minuscules étincelles de rébellion. Je n'étais pas encore prêt à agir, mais le simple fait de le mettre sur papier me donnait un étrange sentiment de pouvoir silencieux, petit, mais réel. Parce que s'ils allaient me traiter comme un étranger, il était peut-être temps que j'arrête de me battre pour être admis. Et s'ils pensaient que j'allais me laisser faire et leur donner tout ce pour quoi j'avais travaillé, il était peut-être temps que je leur montre à quel point ils avaient tort. Mais avant tout ça, je devais affronter la douleur. Je devais sombrer au fond, la laisser m'écraser jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Parce que c'est seulement alors que je saurais ce que cela signifiait de remonter à la surface. Et alors que j'étais assis là, dans ce silence, le stylo planant sur le papier, j'ai réalisé quelque chose d'important, le prochain coup serait le mien.
Quand on touche le fond, on commence à voir les choses différemment. C'est ce qui m'a le plus surpris. Pendant des semaines, je m'étais noyé dans cette solitude creuse, convaincu que je n'étais rien de plus que la caricature égoïste que ma famille avait peinte de moi. Mais une fois assis à cette table de cuisine avec un carnet et un stylo, c'est comme si j'avais enfin une lumière dans les ténèbres. Au début, mes plans n'étaient pas vraiment des plans. C'étaient des fragments, des gribouillages en colère sur le fait de changer à nouveau les serrures, de couper les ponts avec tout le monde, de leur prouver qu'ils avaient tort d'une manière ou d'une autre. Mais plus j'écrivais, plus je devenais calme. Lentement, ces gribouillages se sont transformés en listes structurées, en questions comme « Qu'est-ce que je veux qui n'ait rien à voir avec eux ? À quoi ressemblerait le succès selon mes propres termes ? Et la plus grande, comment puis-je m'assurer qu'ils n'auront plus jamais de pouvoir sur moi ? » J'ai réalisé que j'avais passé si longtemps à chercher leur approbation que je n'avais jamais vraiment pensé à la mienne. Pendant des années, chaque réussite semblait vide jusqu'à ce que maman ou papa disent « Bon travail ». À chaque pas en avant, je regardais de côté, espérant que quelqu'un dans ma famille le remarquerait. Et quand ce n'était pas le cas, je me repliais sur moi-même. Mais maintenant, j'avais fini de regarder de côté. Le premier vrai changement est venu au travail. J'avais vivoté à mon poste de bureau, faisant juste assez pour m'en sortir parce que je me disais toujours, ce n'est pas pour toujours. C'est juste jusqu'à ce que je puisse respirer. Mais un après-midi, ma responsable m'a pris à part après une réunion et a dit, « Antoine, tu as de bonnes idées, mais tu ne les exprimes pas. » Pourquoi ? Normalement, j'aurais ri, marmonné quelque chose sur le fait d'être fatigué, et laissé passer le moment. Mais ce jour-là, quelque chose a fait tilt. Pourquoi est-ce que je ne parlais pas ? Pourquoi est-ce que je me retenais ? J'avais des idées, des solides, et j'en avais assez de faire semblant. Alors, à la réunion suivante, quand ils ont demandé des suggestions pour un projet, j'ai levé la main. Ma voix a tremblé au début, mais j'ai continué. Quand j'ai eu fini, les gens hochaient la tête, prenaient même des notes. 2 semaines plus tard, ma responsable m'a demandé de diriger une petite équipe sur une nouvelle mission. Ce n'était pas une promotion, pas officiellement, mais c'était de la confiance, de la responsabilité, la preuve que j'étais peut-être plus que le gamin silencieux dans le coin. À l'épicerie, j'ai réduit mes heures. C'était effrayant de renoncer à ce filet de sécurité, mais je me suis dit qu'il était temps d'arrêter de survivre et de commencer à construire. L'énergie supplémentaire que j'avais, je l'ai consacrée à l'apprentissage. Je passais des nuits à mon bureau, l'ordinateur portable allumé, à m'enseigner de nouvelles compétences, formules Excel, outils de gestion de projet, même un peu de codage des choses que je faisais défiler auparavant parce que j'étais trop fatigué pour m'en soucier. Mais maintenant, je m'en souciais, parce que chaque compétence que j'ajoutais était une brique de plus dans le mur entre moi et le contrôle de ma famille. L'appartement lui-même a commencé à changer aussi. J'ai cessé de le voir comme un champ de bataille et j'ai commencé à le façonner en mon sanctuaire. J'ai acheté une bibliothèque d'occasion, je l'ai remplie de livres que j'avais toujours eu l'intention de lire. J'ai peint le mur du salon en bleu marine profond, quelque chose d'audacieux qui donnait l'impression que l'endroit était le mien. Le dimanche, au lieu de me traîner dans les corvées, je préparais de vrais repas, pas seulement des restes réchauffés. Je mettais de la musique, je dansais dans la cuisine, je riais de moi-même. Pour la première fois, l'appartement a commencé à se sentir vivant. Plus j'investissais en moi-même, moins les voix de ma famille prenaient de place dans ma tête. Leur silence, qui avait autrefois semblé être une punition, a commencé à ressembler à de la liberté. Fini les interminables culpabilisations. Fini d'être comparé à Lucas à chaque tournant. Juste moi, mes choix, mon rythme. Mais la vie a une façon de vous tester juste au moment où vous pensez être stable. Ça a commencé par un texto de ma sœur, j'ai entendu dire que tu te débrouilles bien au travail. N'oublie pas qui a été là pour toi. Pas de félicitations. Juste un rappel subtil que dans son esprit, mon succès lui était en quelque sorte dû. Puis maman a appelé, sa voix dégoulinant de cette fausse douceur que je connaissais si bien. Antoine, ton oncle dit qu'il pourrait t'aider, peut-être te trouver un meilleur travail, mais il aurait besoin de savoir que tu es sérieux au sujet de la famille, au sujet de l'appartement. Je n'ai même pas sourcillé cette fois. Je me débrouille très bien tout seul, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse commencer son sermon. Ce moment, aussi petit qu'il puisse paraître, a été un tournant car pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable. Je ne me suis pas remis en question. Je me sentais fort, comme si les chaînes qu'ils avaient toujours enroulées autour de moi s'étaient un peu plus desserrées.
Et puis, presque de nulle part, les choses ont commencé à se mettre en place. Le projet que je dirigeais au travail a décollé. Mon équipe a respecté les délais en avance, les clients étaient contents, et ma responsable m'a appelé dans son bureau avec un sourire. Antoine, je pense qu'il est temps que nous parlions d'une promotion officielle. Je suis sorti de ce bureau en effervescence. Ce n'était pas seulement le titre ou l'augmentation de salaire, bien que les deux soient énormes pour moi. C'était la validation qui ne venait pas de la famille, mais de mon propre effort, de ma propre croissance. C'était la preuve que je pouvais m'épanouir sans eux. Avec la promotion est venu un meilleur salaire. J'ai recommencé à mettre de l'argent de côté, pas seulement à joindre les deux bouts. J'ai remboursé une dette de carte de crédit qui traînait, puis je me suis offert quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir le courage d'acheter, un nouvel ordinateur portable élégant, du genre que j'avais toujours admiré mais jamais justifié. Assis à mon bureau ce soir-là, tapant sur des touches qui ne collaient pas, j'ai ressenti une vague de fierté, non pas parce qu'il était cher, mais parce qu'il était à moi, acheté avec l'argent que j'avais gagné, sans les conditions de personne d'autre. Même ma vie sociale a changé sans le poids constant du jugement de ma famille. Je me suis retrouvé à m'ouvrir davantage. J'ai participé à une soirée quiz dans un bar local, quelque chose que j'avais toujours été trop anxieux pour faire. Je me suis fait quelques amis qui aimaient la randonnée, et bientôt mes week-ends n'étaient plus seulement consacrés à rattraper mon sommeil, ils étaient consacrés à gravir des sentiers, à respirer de l'air frais, à rire avec des gens qui voulaient vraiment de ma présence. Pendant tout ce temps, j'ai continué à écrire dans ce carnet. Au début, ce n'était que des objectifs personnels, mais avec le temps, c'est devenu quelque chose de plus grand, un registre de mes progrès, un rappel du chemin parcouru depuis cette nuit de pizza froide et d'appartements vides. Et lentement, cela a commencé à se transformer en stratégie, car pendant que je m'élevais, ma famille n'avait pas fini de tourner en rond. Je pouvais le sentir dans leurs textos occasionnels, leurs tentatives timides pour me ramener. Mais maintenant, je n'avais plus peur d'eux. Je n'étais pas désespéré d'obtenir leur approbation. S'ils voulaient jouer à des jeux, j'étais prêt. Un soir, après une longue journée de travail et une course satisfaisante, je me suis assis sur mon balcon avec une tasse de thé et j'ai regardé le soleil se coucher sur la ville. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de survivre. J'avais l'impression de vivre. Et quelque part au fond de moi, une certitude tranquille a commencé à grandir, ils m'avaient sous-estimé. S'ils pensaient pouvoir me soumettre par la force, ils étaient sur le point de découvrir à quel point j'étais devenu plus fort. La remontée m'a donné un répit. Pour la première fois de ma vie, je ne fonctionnais pas sur les réserves. J'avais de l'argent de côté, une promotion au travail, quelques vrais amis qui ne me traitaient pas comme un personnage secondaire. Mais surtout, j'avais de la clarté. Je pouvais enfin voir les tactiques de ma famille pour ce qu'elles étaient, des schémas de contrôle déguisés en amour, une obligation enveloppée de culpabilité. Et quand on voit les ficelles, on peut commencer à les couper. Ça a commencé modestement. Un soir, je naviguais sur Internet quand je suis tombé sur un article sur les droits de propriété et la possession. Je n'avais jamais beaucoup réfléchi à l'aspect juridique des choses auparavant. Je pensais qu'une fois que j'avais signé le titre de propriété, c'était réglé. Mais cet article expliquait à quel point il est courant que les conflits familiaux se terminent au tribunal, des frères et sœurs se battant pour des maisons, des oncles essayant de détenir des biens pour les garder en sécurité. Cela ressemblait exactement aux absurdités que ma famille me faisait subir. Alors, j'ai commencé à faire des recherches, pas seulement des recherches superficielles, mais des explorations approfondies sur des forums, des sites gouvernementaux, même des vidéos d'avocats expliquant les pires scénarios. J'ai appris sur les réclamations de transferts frauduleux, l'importance des documents notariés, et surtout, comment protéger sa propriété contre toute contestation. J'ai même trouvé un cabinet d'avocats local qui offrait des consultations gratuites. Par curiosité, j'en ai réservé une. Assis en face de l'avocat dans son costume gris impeccable, j'ai tout déballé, la pendaison de crémaillère manquée, la pression pour céder le titre de propriété, les fractions. Il a écouté tranquillement, les mains jointes, puis s'est penché en arrière dans son fauteuil. Antoine, laissez-moi être direct. Vous n'avez rien à craindre tant que vous ne signez rien volontairement. Le titre de propriété est à votre nom. Vos droits sont protégés. Ils pourraient crier jusqu'à en perdre la voix, mais ils ne peuvent pas vous prendre cet appartement à moins que vous ne le leur donniez. Un soulagement m'a envahi. Mais il a ensuite ajouté quelque chose qui m'a noué l'estomac. Cela dit, des familles comme celle-ci comptent souvent moins sur la loi que sur la pression.
Manipulation émotionnelle, campagne de dénigrement. S'ils se sentent assez en droit, ils trouveront d'autres moyens de vous rendre la vie misérable jusqu'à ce que vous cédiez. J'ai quitté le bureau avec deux choses, la certitude que je n'étais pas fou de me sentir menacé et le germe d'une idée. Si ma famille voulait me traiter comme un pion, alors il était peut-être temps que j'apprenne à jouer aux échecs. Les mois suivants ont été une transformation silencieuse. En apparence, je gardais la tête basse, toujours poli quand ils appelaient, toujours neutre dans la conversation de groupe. Mais en dessous, je construisais. J'ai transféré mes économies supplémentaires sur un compte d'urgence dans une autre banque, une que ma famille ne connaissait pas. J'ai mis à jour mon testament, non pas que j'ai grand-chose, mais c'était symbolique, la preuve que mes décisions étaient les miennes seules. Au travail, la promotion s'est transformée en quelque chose de plus grand. Ma responsable m'a poussé à suivre un programme de formation en leadership, du genre qui offrait des opportunités de réseautage. Je me suis retrouvé dans des salles avec des gens qui n'étaient pas seulement des collègues, mais des alliés potentiels, des gens qui me voyaient comme Antoine, pas comme l'égoïste. C'était valorisant d'être apprécié pour mes compétences plutôt que pour mon silence. Et puis est arrivée la chance inattendue. Un des amis que j'avais rencontré lors des soirées quiz, Thomas, travaillait dans l'immobilier. Autour d'une bière un soir, je me suis un peu plaint de l'obsession de ma famille pour mon appartement. Il a ri et a dit, ils perdent leur temps. Mais bon, si tu veux vraiment les déstabiliser, il y a des moyens. As-tu déjà pensé à mettre ton appartement dans une société à responsabilité limitée? J'ai cligné des yeux. Une société à responsabilité limitée? Comme une entreprise. Exactement. Les gens le font tout le temps pour les biens locatifs. Ça sépare tes actifs personnels de la propriété. Légalement, ça devient sa propre entité. Ta famille ne saurait même pas comment y toucher sans passer par 10 couches d'obstacles. Cette idée s'est logée dans mon cerveau et a refusé d'en partir. La semaine suivante, j'ai étudié tous les aspects de la question. Ce n'était pas bon marché, mais c'était faisable, et plus que ça, c'était élégant. Ma famille pensait qu'elle encerclait une proie, mais en réalité, les murs se dressaient déjà. En parallèle, j'ai commencé à conserver des archives, captures d'écran de textos où il laissait entendre qu'il prendrait l'appartement, notes sur chaque appel, chaque commentaire, copie de la note que mon oncle avait laissée sur ma porte. Au début, je le faisais juste pour ma tranquillité d'esprit, mais j'ai vite réalisé que c'était des munitions. Si les choses devaient dégénérer, je ne me contenterais pas de me défendre, j'aurais la preuve de leur manigance. Bien sûr, ma famille ne savait rien de tout ça. Pour eux, j'étais toujours le tranquille Antoine qu'ils pouvaient bousculer. Ils l'ont prouvé un dimanche lorsque ma mère a appelé, son ton sec. Nous dînons chez Lucas ce soir. Viens. Nous devons reparler de l'appartement. J'y suis allé, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de voir leur visage, de me rappeler à quoi j'avais affaire. Dès que je suis entré, c'était la même routine, les enfants de Lucas courant partout, tout le monde le louant pour un nouveau projet professionnel, ma mère rayonnant comme s'il avait décroché la lune. Je me suis assis au coin de la table, silencieux, jusqu'à ce que mon oncle se racle la gorge. Alors, Antoine, a-t-il dit, trop fort, s'assurant que tout le monde entende. Es-tu revenu à la raison? Prêt à faire ce qui est juste pour la famille? Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je pouvais sentir le poids de leur regard, l'anticipation de ma reddition. J'ai souri, pas le sourire nerveux et tremblant auquel ils étaient habitués, mais quelque chose de plus stable. J'y réfléchis encore, ai-je dit calmement. Des murmures ont parcouru la table. Ma mère a semblé soulagée, ma sœur a souri en coin, et mon oncle s'est penché en arrière avec un hochement de tête satisfait. Ils pensaient qu'ils étaient en train de gagner, mais à l'intérieur, j'avais déjà plusieurs longueurs d'avance. Ce soir-là, en rentrant chez moi, leurs voix se sont estompées dans le fond de mes pensées. Tout ce que j'entendais, c'était l'écho des mots de l'avocat, tant que vous ne signez rien, ils ne peuvent pas vous le prendre. Et le conseil de Thomas sur la société à responsabilité limitée. Et ma propre certitude croissante que si ma famille voulait un jeu, j'étais enfin prêt à jouer. Au moment où je me suis garé, le plan se formait, protéger mon appartement légalement, construire mon indépendance financièrement, collecter des preuves discrètement, et quand le moment serait venu, quand ils s'y attendraient le moins, leur montrer à quel point ils étaient vraiment impuissants. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne faisais pas que réagir. Je me préparais. Et quelque chose au fond de moi me disait que le moment d'agir approchait plus vite que je ne le pensais.
Quand je dis que le changement a été silencieux, je le pense vraiment. Personne dans ma famille ne l'a remarqué parce qu'ils n'ont jamais regardé assez attentivement pour me remarquer, tout simplement. C'est ce qui m'a donné l'avantage. Ils étaient trop occupés à féliciter Lucas, trop occupés à comploter dans mon dos pour voir que je n'étais plus le même Antoine qu'ils pensaient pouvoir soumettre par la culpabilité. La société à responsabilité limitée a été le premier vrai mouvement. Je me suis assis dans le bureau de Thomas un jeudi après-midi, signant des papiers d'une main ferme. Quand nous avons eu fini, l'appartement n'appartenait plus légalement à Antoine, le fils égoïste. Il appartenait à une entité distincte, protégée de l'ingérence familiale. J'étais le seul propriétaire de cette entité, bien sûr, mais quiconque essaierait de s'y attaquer se heurterait à un mur de paperasse et de protection juridique. D'un coup, mon sanctuaire était fortifié. L'étape suivante était la patience. Je ne me suis pas précipité. Je les ai laissés penser qu'ils me cernaient toujours, qu'ils m'usaient encore. Maman appelait avec ses habituels discours culpabilisants. Ton oncle s'inquiète pour toi, Antoine. Ne sois pas ingrat. Ma sœur envoyait des textos tard le soir, j'aurai bientôt besoin du double des clés. On trouvera une solution. Et l'oncle, toujours avec cette confiance suffisante, me coinçait au dîner de famille avec « Alors, c'est pour quand, la grande passation ?» Chaque fois, je gardais mes réponses vagues, non engageant un hochement de tête par-ci, peut-être, par-là assez pour les mettre à l'aise, pour leur laisser croire que j'étais sur le point de céder. Mais en coulisses, je préparais le terrain. Je collectais des preuves depuis des mois, captures d'écran, notes, même un enregistrement ou deux quand il dérapait et en disait trop. Je ne prévoyais pas d'aller au tribunal à moins d'y être obligé, mais je voulais cette assurance. Plus important encore, j'ai commencé à contacter des personnes en dehors de la famille, celles-là même qu'ils avaient toujours sous-estimées, mon patron, qui a vu de ses propres yeux mon éthique de travail, mes nouveaux amis, qui me connaissaient comme le gars qui était réellement présent et attentionné, même Thomas, qui a promis de me soutenir si jamais j'avais besoin d'un témoin légal. Pour la première fois, je construisais un réseau non basé sur le sang, mais sur le respect. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Mon oncle a décidé d'organiser ce qu'il a appelé une « réunion de famille ». Pas chez lui, mais chez moi. Il n'a même pas demandé. Un vendredi soir, je suis rentré chez moi pour trouver la moitié de ma famille debout dans le couloir devant ma porte. Maman tenait un plat à gratin comme si c'était une sorte de célébration. « Ouvre, Antoine », a dit l'oncle avec ce même ton autoritaire. Nous devons parler à l'intérieur. Je suis resté là un instant, les clés à la main, le cœur battant. Puis j'ai souri calme, serein et j'ai déverrouillé la porte. Bien sûr, entrez. Ils sont entrés, bavardant comme si l'endroit leur appartenait déjà. Ma sœur a jeté sa veste sur mon canapé. Maman a posé le plat sur le comptoir, et l'oncle m'a tapé dans le dos. Bon choix, Antoine. Tu verras. C'est pour le mieux. Je n'ai pas discuté. Je les ai laissés s'asseoir. Les ai laissés se servir à boire. Les ai laissés se sentir à l'aise. Puis, quand tout le monde a été installé, l'oncle s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Alors, le titre de propriété. Finalisons ça. La pièce est tombée dans le silence. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai pris une grande inspiration, j'ai sorti un dossier de mon sac à dos et je l'ai posé sur la table. Leurs visages se sont illuminés. Ils pensaient que c'étaient les papiers qu'ils attendaient. Mais quand l'oncle l'a ouvert, son sourire s'est effacé. Au lieu d'un titre de propriété, il a trouvé un dossier soigneusement organisé, capture d'écran de texto, courriel imprimé, notes sur chaque fois qu'il m'avait mis la pression. Tout en haut se trouvait une copie du certificat de la société à responsabilité limitée, le sceau officiel brillant sous la lumière. Qu'est-ce que c'est, a-t-il exigé, la voix sèche. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, soutenant son regard avec un calme constant. Ça, ai-je dit, c'est la preuve que cet appartement n'appartient pas à Antoine. Il appartient à une société à responsabilité limitée, légalement protégée, intouchable. Ce qui signifie qu'aucun de vous n'a de droit dessus. Ni maintenant, ni jamais. Des murmures ont éclaté. Ma sœur a ricané. Le visage de maman est devenu pâle, et la mâchoire de l'oncle s'est crispée. Tu ne peux pas être sérieux, a dit maman, la voix tremblante. Je suis très sérieux, ai-je répondu. Chaque fois que vous m'avez mis la pression, chaque note que vous avez laissée, chaque suggestion de le céder, je l'ai documentée.
Si vous insistez davantage, je m'assurerai que les bonnes personnes voient ce dossier. Et croyez-moi, elles ne seront pas tendres avec une famille qui essaie de contraindre son propre fils. Pour une fois, la pièce était silencieuse. Vraiment silencieuse. L'oncle a refermé le dossier d'un coup sec et s'est levé. Tu te crois malin, gamin? Tu crois que tu peux te retourner contre ta famille comme ça? Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste regardé dans les yeux et j'ai dit, non, je ne me retourne pas contre ma famille. Je me protège contre des gens qui ont cessé d'agir comme une famille il y a longtemps. Cette phrase est restée en suspens dans l'air, lourde et tranchante. Maman a essayé de sauver la situation, la voix brisée. Antoine, ne fais pas ça. Tu nous déchires. J'ai secoué la tête. Non, maman. C'est toi qui as fait ça quand tu as manqué ma pendaison de crémaillère pour le barbecue de Lucas. Quand tu m'as traité d'égoïste pour vouloir vivre dans l'appartement pour lequel j'ai travaillé. Quand tu es entré par effraction avec un double des clés pour planifier mon expulsion. Je n'ai pas déchiré cette famille. C'est toi qui l'as fait. Je me suis levé, je suis allé à la porte et je l'ai ouverte en grand. Maintenant, sortez. Un par un, ils sont sortis, certains marmonnant dans leur barbe, d'autres silencieux. Ma sœur m'a lancé un regard de pur venin. L'oncle s'est arrêté sur le seuil, se penchant assez près pour que je sois le seul à entendre. Tu le regretteras, Antoine. Le sang reste le sang. Tu ne peux pas nous couper les ponts pour toujours. Je n'ai pas répondu. J'ai juste refermé la porte derrière lui, le clic de la serrure sonnant comme une finalité. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai ressenti une vague de calme. Pas encore de bonheur, mais du calme. Je les avais affrontés, les avais regardés dans les yeux et avais tracé une ligne qu'ils ne pouvaient pas franchir. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce n'était pas la fin. Ils n'allaient pas accepter la défaite avec grâce. Leur prochain coup me mettrait à l'épreuve de manière que je n'avais pas prévue. Mais alors que j'étais assis à ma table de cuisine cette nuit-là, fixant le dossier de preuve et le certificat de la société à responsabilité limitée, une pensée revenait sans cesse dans mon esprit, pour la première fois, le pouvoir était entre mes mains. Les retombées ont une façon de s'installer lentement, comme des fissures dans un mur qu'on ne remarque pas avant que le plâtre ne commence à s'effriter. Pendant quelques jours après les avoir chassés de mon appartement, tout était étrangement calme. Pas d'appel, pas de texto. La conversation de groupe familial était morte, ce qui m'a presque fait rire. C'étaient les mêmes personnes qui la spammaient autrefois de photos de barbecue et de mèmes passifs-agressifs sur les enfants égoïstes. Je pensais qu'ils avaient peut-être enfin compris le message. Peut-être que le silence était leur façon de penser leurs blessures, de se regrouper. Mais ma famille n'était pas faite pour accepter les limites. Elle était faite pour les tester. Le premier contre-coup est venu de ma sœur. Elle a publié une longue tirade dramatique sur Facebook public, bien sûr sur la façon dont certaines personnes se croient meilleures que leur famille juste parce qu'elles ont un petit appartement. Elle m'a dépeint comme un frère froid et égoïste qui n'ouvrirait même pas sa maison alors qu'elle avait besoin de stabilité. Elle a terminé par « le sang est éternel ». Certaines personnes l'oublient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les commentaires ont afflué de la part de ses amis, des gens qui ne me connaissaient pas, me traitant de sans-cœur. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des gens qui me connaissaient ont commencé à intervenir. Un de mes collègues a laissé un simple commentaire, ce n'est pas toute l'histoire. Une autre personne qui avait vu le comportement arrogant de ma sœur lors d'événements familiaux a laissé entendre que j'avais peut-être mes raisons. Lentement, le ton a changé. Ma sœur a supprimé la publication en quelques heures, mais les dommages à sa crédibilité ont persisté. Puis ce fut le tour de ma mère. Elle a appelé en larmes un soir, la voix tremblante. « Antoine, tu nous as embarrassés. Tu as humilié ton oncle devant tout le monde. Sais-tu à quel point il est difficile pour moi de me montrer à l'église après ce que tu as fait ?» J'ai écouté tranquillement, laissant ces mots me traverser. Il fut un temps où cela m'aurait anéanti, où la culpabilité m'aurait rongé jusqu'à ce que je m'excuse juste pour que le sentiment cesse. Mais maintenant, je le voyais pour ce que c'était, une autre manipulation. « Maman », ai-je dit calmement. Je n'ai humilié personne. Ils se sont fait ça à eux-mêmes quand ils ont essayé de voler mon appartement. Et si les gens de l'église te jugent, peut-être devrais-tu leur raconter toute l'histoire. Elle est restée silencieuse. Pour une fois, elle n'avait pas de répartie.
Mais les véritables retombées sont venues de mon oncle. Une semaine après cette confrontation, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas manuscrite officielle, de son avocat. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, parcourant les pages. C'était une sorte de mise en demeure, affirmant que je l'avais diffamé en suggérant qu'il essayait de voler ma propriété. Mon cœur s'est emballé au début, la panique m'envahissant. Était-ce la fin? Allait-il vraiment me traîner en justice? Mais je me suis alors souvenu du dossier, des captures d'écran, des notes, du certificat de la société à responsabilité limitée. J'ai appelé le même avocat qui m'avait donné cette première consultation gratuite, je lui ai envoyé le dossier, et j'ai attendu. 2 jours plus tard, il m'a rappelé en riant. Antoine, ça ne mènera nulle part. Si quoi que ce soit, cette lettre prouve qu'il est aux abois. Vous êtes protégé. S'il insiste, nous contre-attaquerons. Et croyez-moi, vous avez plus qu'assez de preuves pour l'enterrer. L'affaire n'est jamais allée au tribunal. La lettre était le dernier soupir d'un homme qui réalisait que la partie était terminée. Mon oncle s'est tu après ça, sa vantardise dégonflée. J'ai entendu dire qu'il s'était plaint à quelques cousins que j'étais ingrat et irrespectueux, mais personne ne le prenait plus au sérieux. Il avait trop joué avec le feu. Lucas, mon cousin prodige, a continué à organiser des barbecues, mais ils n'étaient plus les mêmes. Un ami qui assistait encore aux réunions de famille m'a dit que l'énergie avait changé. Les gens chuchotaient à propos du « scandale de l'appartement ». Certains parents ont commencé à poser des questions, se demandant pourquoi j'étais pris pour cible en premier lieu. Et à chaque récit, la vérité a filtré, que je n'étais pas égoïste, juste à bout, que mon oncle et ma mère avaient essayé de me coincer et avaient échoué. Le piédestal sur lequel Lucas se tenait a commencé à vaciller. Mes réussites au travail, l'indépendance que j'avais construite, la façon dont je me comportais différemment, tout cela a commencé à contraster avec ses fêtes sans fin et son charme superficiel. Les comparaisons se sont inversées, discrètement mais sûrement. Pour une fois, je n'étais pas la déception. J'étais celui qui avait tenu bon. Et la meilleure partie? Je n'avais plus à me battre. La vengeance n'a pas été une explosion spectaculaire. C'était un démantèlement silencieux, un changement de pouvoir. Ils avaient essayé de me dépouiller de ma dignité, de ma maison, de mon autonomie, et au lieu de cela, ils ont fini par s'exposer eux-mêmes. Des mois ont passé. J'ai complètement arrêté de consulter la conversation de groupe. Les fêtes sont arrivées et reparties sans invitation. Au début, le silence piquait, mais j'ai ensuite réalisé que c'était la paix. La vraie paix. J'ai passé la Toussaint avec des amis qui riaient avec moi, pas de moi. J'ai célébré Noël dans mon appartement, le décorant de lumière et préparant un repas que j'ai réellement apprécié. Le soir du Nouvel An, je me tenais sur mon balcon avec une coupe de champagne, regardant la ville s'illuminer, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. Un soir, en triant du vieux courrier, je suis tombé sur le double des clés que j'avais autrefois donné à ma mère. Ça m'a serré la poitrine. Ce petit morceau de métal avait été le symbole de la confiance, et il l'avait utilisé pour me trahir. Je suis descendu jusqu'à la benne à ordures de l'immeuble, je l'ai jeté dedans, et j'ai senti un poids se soulever de mes épaules alors qu'il résonnait contre le fond. Le coup de grâce n'est pas venu de moi, mais de mon père, qui était resté majoritairement silencieux pendant tout ce temps, a appelé un soir. Sa voix était plus calme que dans mes souvenirs. Antoine, a-t-il dit, ta mère est contrariée. Ton oncle est toujours en colère. Mais je pense que tu as bien fait. Cela m'a stupéfié. Pendant des années, il avait été le partenaire silencieux de leur manipulation, hochant la tête, ne prenant jamais ma défense. Et maintenant, il l'admettait. Tu as travaillé pour cet appartement, a-t-il continué. Il est à toi. Ne laisse personne te dire le contraire. Nous n'avons pas parlé longtemps, mais quand j'ai raccroché, je suis resté assis dans le noir un moment, laissant les mots s'imprégner. Peut-être qu'il ne le dirait jamais publiquement. Peut-être qu'il ne s'opposerait jamais ouvertement à maman. Mais pour une fois, j'avais sa reconnaissance, et c'était suffisant. Avec le recul, la vengeance ne résidait pas dans les menaces légales ou les discours spectaculaires. Elle résidait dans le fait de me réapproprier, de tracer la ligne si fermement qu'ils ne pouvaient pas la franchir sans conséquence, en leur montrant que le fils tranquille, le facile, l'égoïste, avait plus de force qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Les retombées ont laissé des cicatrices, bien sûr, je ne le nie pas, mais elles ont aussi laissé de l'espace.
De l'espace pour la croissance, pour la paix, pour une vie définie selon mes propres termes. Et chaque fois que je déverrouille la porte de mon appartement, que j'entre dans la maison que j'ai construite de ma propre sueur et de mes propres sacrifices, je ressens la satisfaction tranquille de savoir ceci, ils ont essayé de tout me prendre, mais à la fin, j'ai repris tout ce qui comptait.